Puis la science avance, ce que je fais aujourd'hui, quand je regarde mes bilans cliniques d'il y a ne serait-ce que 3 ans, ils sont complètement différents. Donc quand on a quelque chose à vendre dans une capsulite, j'ai envie de dire, s'il y a des patients qui écoutent ce podcast, fuyez, parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Moi, je veux aller mieux dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Dans une capsulite, c'est pas possible. Mais les attentes, c'est vraiment un marqueur puissant. Et en fait, je crois qu'on s'est trompé, on a voulu confondre un peu la quantité et la qualité, quoi. Et il y a de plus en plus, au contraire, de papiers qui montrent que la quantité d'exercice n'est pas corrélée à l'efficacité, la quantité de consultation n'est pas corrélée à l'efficacité. Le fait de voir 3 fois par semaine son patient n'est absolument pas plus efficace que de le voir au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, quoi. Mais tu vois, ma philosophie au cabinet, c'est le patient vient me voir, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et c'est pas qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire sur moi pour que j'aille mieux, qu'est-ce que je peux venir faire au cabinet pour aller mieux. C'est une patiente qui avait un parcours de soins atypique et en fait ça a fini en prothèse d'épaule inversée à 42 ans. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Germain Delos, que vous connaissez peut-être sous le nom de Je vous épaule sur Instagram, qui est un kinésithérapeute spécialisé dans l'épaule. Alors aujourd'hui, c'est très simple, ça va parler d'épaule forcément, de capsulite rétractile et des zones d'ombre qui l'entourent, mais également de téléconsulting, donc la prise en charge distancielle en kiné. Est-ce possible? Si oui, avec quelles limites? Mais c'est pas tout, on va également parler des croyances des patients, notamment quand elles sont opposées aux nôtres, comment gérer ça dans notre quotidien en tant que kiné dans nos cabinets et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et salut Germain, et écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je propose que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci Augustin pour l'invitation. Alors moi je suis Germain Delot, je suis kinésithérapeute à Rouen, en Normandie, en libéral, depuis un bout de temps. Quand on commence à dire un bout de temps, c'est qu'on veut pas dire ça fait combien de temps? 10 ans maintenant, 10 ou 12 ans. Et j'ai une pratique exclusive sur l'épaule depuis quasiment 8 ans maintenant. Je me suis orienté vers l'épaule très 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 rapidement. Et depuis maintenant plus de 5 ans, j'ai une activité de formateur qui a commencé dans les IFMK autour du cabinet à Évreux et à Rouen. Et puis ça a bifurqué sur de la formation continue pour les professionnels de santé, dont majoritairement les kinésithérapeutes. Donc mon activité professionnelle est mi-temps au cabinet et mi-temps à travers la France pour essayer d'aider les kinésithérapeutes à être plus performants sur l'épaule. Ok, moi je voulais te poser aussi une question. Voilà, tu t'es spécialisé dans l'épaule, mais pourquoi? Donc pourquoi est-ce qu'au final tu t'es spécialisé dans l'épaule? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose où parfois on peut se dire que se spécialiser dans un secteur en particulier, ça peut être un petit peu ennuyant à la longue. Donc voilà, pourquoi est-ce que toi tu t'es spécialisé là-dedans? En fait, il y a deux items quand on me pose cette question-là. La première item, c'est quand j'ai commencé à être kiné, comme beaucoup de kinés, ils commencent souvent par des remplacements. Et là, j'ai un souvenir d'un remplacement où j'étais sous l'eau. Un cabinet avec beaucoup de patients, des pathologies diverses et variées. Et moi, j'aime bien maîtriser mes sujets. Et là, j'étais vraiment perdu. Je me suis dit, bah, si c'est ça la kiné, être aussi fort en neuro, en pédiatrie, en rhumato, en tous les champs de compétences, je me suis dit, ça va être compliqué. Et après, dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré un kiné, notamment sur Rouen, qui faisait beaucoup d'épaules à l'époque. Et il m'avait parlé de différentes formations qui existaient pour se spécialiser dans ce domaine-là. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de se lancer dans cette pathologie d'épaule. Et quand j'ai commencé à travailler sur Rouen avec mon associé actuel, il m'a dit, écoute, Germain, tu peux venir travailler au cabinet, mais moi, je veux absolument pas d'épaule, ça m'intéresse pas. Et je lui ai dit, bah, ok, on y va. Et j'ai pris la décision rapidement de ne faire que ça. Donc en fait, au début, j'avais pas beaucoup de patients, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté et voilà comment ça s'est créé. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout d'être parti dans cette compétence restreinte, mais j'espère qualitative, quoi. Ok, donc c'est rassurant de pouvoir se dire que on peut se spécialiser dans une région du corps sans pour autant que ce soit trop rébarbatif à la longue, quoi. Ouais, et puis la science avance. Ce que je fais aujourd'hui, quand je regarde mes bilans cliniques d'il y a ne serait-ce que 3 ans, ils sont complètement différents. Les patients sont différents, les attentes sont différentes, les croyances. Enfin,
Même si des fois le traitement se ressemble, forcément, on ne va pas inventer des choses, mais le patient qui est devant nous à chaque fois est tellement différent que la manière d'amener le traitement va être complètement différente en fonction du patient que tu as. Donc honnêtement, on ne s'ennuie pas à avoir toujours le même phénotype de patient, pas du tout, au contraire. Alors pour commencer réellement ce podcast, j'aimerais qu'on discute d'une thématique qui, je pense, intéressera bon nombre de ceux ou celles qui nous écoutent, la fameuse capsulite rétractile ou épaule gelée, ou il y a encore beaucoup d'autres terminologies. Tu as sorti avec Aziz une formation sur cette capsulite rétractile en 2024, et du coup, j'aimerais qu'on en discute un petit peu si ça te va. Notamment, est-ce qu'aujourd'hui on sait définir ce qu'est une capsulite rétractile et aussi ses causes probables, parce que c'est quand même une pathologie qui reste assez floue au regard de la littérature scientifique. Et du coup, voilà, j'aurais aimé avoir un peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire actuellement? Déjà sur la terminologie, il y a tellement de termes différents, c'est peut-être pour ça qu'on s'est un peu perdu. Actuellement, on parle de capsulite rétractile, on a eu le phénomène d'épaule gelée, périarthrite scapulo-humérale, enfin bref, beaucoup de termes et du coup ça a apporté beaucoup à confusion. Et le terme qu'on utilise aujourd'hui est peut-être un peu trop restrictif. Capsulite rétractile, donc en gros c'est la capsule qui se rétracte. Alors qu'en fait on sait actuellement qu'il y a beaucoup plus d'autres phénomènes que simplement une capsule, comment dirais-je, qui se rétracte. Donc le terme il est un peu biaisé. Sur comment ça apparaît une capsulite et vraiment ce qui se passe, souvent on est un peu perdu parce qu'il y a une errance en termes de pose de diagnostic. Et à partir du moment où on n'arrive pas à poser un diagnostic, et ben on va aller dans le surdiagnostic. Un patient, quand il va avoir des douleurs importantes, s'il va voir le kiné, s'il va voir le médecin, le rhumatologue ou bien le chirurgien, chacun va y aller à peu près de son diagnostic et on parlera peut-être de la patiente qui est juste avant ou patiente qui a mal depuis 1 an et elle est en phase chaude plus. Elle passe des imageries, on voit que son tendon est un peu abîmé, 8 mm, donc sans traumatisme ni quoi que ce soit. Et au final, cette dame-là a failli se faire opérer alors qu'elle est en phase chaude d'une capsulite. Donc en fait, l'errance de diagnostic, il est assez important parce qu'en fait, il y a deux grosses phases dans la capsulite. On peut en mettre plusieurs, mais on va essayer de simplifier les choses. On a une phase chaude, une phase pro-inflammatoire qui dure entre 5 et 8 mois, voire 9 mois. Donc c'est là où en fait on a une errance en termes de diagnostic parce que ça peut être une bursite, ça peut être une capsulite, ça peut être une épaule qui est très irritable, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on a cette phase chaude et durant cette phase chaude, on va avoir une restriction passive des amplitudes qui va intervenir, qui va augmenter pour arriver durant une deuxième phase qui est une phase plutôt de raideur ou une phase dite de récupération. Donc la capsulite, c'est un espèce de continuum entre ces deux phases-là. Patient qui commence à avoir mal, un patient qui doit s'aggraver. Une capsulite, ça doit s'aggraver dans le temps. Quoi qu'on fasse, ça s'aggrave. Et progressivement, on va arriver à un plateau en termes de douleur. Et la raideur va venir s'installer progressivement. Et maintenant, après, on va essayer de récupérer. Donc on a ces phénomènes-là, une phase inflammatoire et une phase de raideur. Après, tu me parlais un peu sur les pourquoi ça arrive, comment ça arrive. Il y a des facteurs de risque dans la littérature qui sont assez décrits. Le premier gros facteur de risque, c'est la génétique. Donc c'est difficile à le diagnostiquer chez le patient. Il y a des gènes qui sont présents chez les patients qui vont venir, comment dirais-je, se mettre en action ou bien se réveiller et qui va venir produire la capsule rétractile. Donc ça, compliqué à diagnostiquer. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont beaucoup plus faciles à diagnostiquer. Le diabète de type 2 ou de type 1, surtout le type 2. Dans certains articles dans la littérature, c'est même le facteur prédictif pour avoir une capsulite, le diabète. On a aussi des troubles de la thyroïde, hyper, hypo, surtout hypo, ou bien des ablations au niveau de la thyroïde. Euh, on a l'âge, forcément, une capsulite à 20 ans, c'est rare, mais ça peut exister. Une capsulite à 70 ans, c'est rare, mais ça peut, comment dirais-je, arriver. On est plutôt autour de, pour prendre une fourchette large, entre 35 et allez, 60 ans. Euh, on a aussi des facteurs un peu pro-inflammatoires, c'est-à-dire si des patients présentent maladie de polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, le tissu est déjà pro-inflammatoire, donc c'est un facteur de risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'immobilisation. Un patient qui vient de se faire opérer, il a été immobilisé, et ben, c'est un facteur de risque derrière de déclencher une capsule rétractile. Une chirurgie de l'épaule, une chirurgie au niveau du sein, une chirurgie au niveau du rachis cervical ou autre, c'est des facteurs de risque de pouvoir déclencher une capsule rétractile. On a aussi le fait d'être une femme. On voit qu'il y a une grosse prévalence chez les femmes.
Et on a eu pas mal de papiers sur la vaccination. La vaccination, surtout post-Covid. Alors, je rassure, hein, c'est pas le produit qui pose problème, c'est plutôt la manière d'injecter qui, des fois, on injecte dans la bourse sous acromial et du coup, ça vient déclencher ces facteurs un peu pro-inflammatoires. Donc, en fait, quand on a un patient qui vient nous voir avec des douleurs importantes, réveil nocturne, des douleurs continues, on va essayer d'aller chercher justement chez ce profil-là, est-ce qu'il y a des facteurs de risque associés qui peuvent nous faire penser à une capsulite rétractile. Plus on a des facteurs associés, bah, plus on peut commencer à poser ce diagnostic-là, sachant que c'est un diagnostic clinique, hein, donc tant que ton patient ne commence pas à s'enraidir, une perte d'amplitude passive, on ne sait pas trop, on sait pas trop, donc ce reste que, comment dirais-je, des hypothèses, quoi. Ok, et quelque chose aussi que je me demandais, c'est est-ce que toi, tu as entendu parler de ce fameux lien entre un choc émotionnel et le développement d'une capsulite rétractile? Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu par le passé, et même encore maintenant, et qui semble parfois coïncider avec certains patients ou patientes, où par exemple, ben, tu leur demandes un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ces derniers mois, et vraisemblablement, parfois, il y a quand même des événements comme un décès, etc., qui précèdent, on va dire, entre guillemets, de peu le déclenchement de la capsulite rétractile. Alors je pense qu'au vu de la littérature, il y a rien, enfin en tout cas j'ai rien vu de grandiose. Bon après j'ai pas fouillé non plus toute la littérature existante, mais voilà. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce lien entre éventuellement un choc émotionnel et le développement de cette capsulite rétractile? Alors, dans la littérature, à l'heure actuelle, il n'y a pas de lien entre une dépression, un trouble de l'humeur, un événement particulier et le déclenchement d'une capsulite. Par contre, ce que l'on sait, c'est que c'est souvent une conséquence. Il faut s'imaginer que pendant 5 à 8 mois, on a des douleurs qui sont importantes, avec des réveils nocturnes plus, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Donc, cette phase chaude-là, elle a quand même des conséquences. On voit qu'on perd progressivement de l'amplitude, on voit qu'on peut plus faire nos activités sportives par exemple, des fois on peut plus travailler. Donc en fait c'est plutôt des conséquences qui sont liées à ça, et on voit que plus la douleur est importante, plus ces troubles de dépression, d'anxiété, de stress, ils augmentent. Mais actuellement dans la littérature il n'y a pas de lien qui nous dit que si ton patient est dépressif, c'est un facteur de risque de déclencher une capsulite. C'est plutôt une conséquence et ce qui se passe après. Donc ça veut dire qu'il faut quand même bien gérer ces phénomènes-là en rééducation durant cette phase chaude-là, parce que si tu les gères bien et que souvent tu expliques bien aux patients ce qui se passe, bah, tu peux vachement agir sur ces troubles-là. Et on sait que malheureusement, s'ils sont là et s'ils sont présents, bah, ça auto-entretient cette phase chaude, voire des fois ça peut même augmenter la symptomatologie douloureuse. Donc plutôt une conséquence qu'une cause, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, ce qui est, je trouve, un petit peu déroutant aussi, c'est que cette capsulite, elle peut être bilatérale. Donc en fait, elle peut, se développer de l'autre côté après. Donc j'ai déjà eu des patientes qui avaient une capsulite à droite et puis, beh, quelques temps après, elles développent à gauche et ça, je trouve que c'est une situation pas évidente à manager. En fait, ta patiente présente les mêmes facteurs de risque, que ce soit à droite ou à gauche, c'est les mêmes facteurs de risque, donc automatiquement c'est probable. Et dans la littérature, on retrouve entre 10 et 20% de probabilité, j'aime pas dire de chance, mais de probabilité de faire une capsulite de l'autre côté. Donc souvent on nous pose la question, est-ce qu'on le dit au patient ou pas? Si la patiente nous demande, on doit lui donner une information éclairée par rapport à ce que la science nous dit. Après, si elle ne le demande pas, je pense que c'est plutôt nocebo de dire en fait on se revoit dans 2 ans pour la suivante, quoi. Donc, et ça ne veut pas dire que si ton patient commence à avoir mal un peu de l'autre côté, que c'est forcément la capsulite qui est en train d'arriver. Il y a toujours ce phénomène un peu de bah, je bouge moins, je porte moins, je sollicite moins le bras dans lequel il y a la capsulite. Donc il y a un phénomène un peu de compensation, de surutilisation. Donc voilà. Mais si ton patient a des gros facteurs de risque, un diabète important, des troubles de la thyroïde importants, bah effectivement la probabilité elle est quand même présente de développer une capsule de l'autre côté, quoi. Ouais, mais je suis content que tu aies abordé un petit peu ces délais en disant bah, qu'effectivement, la capsulite, c'est quelque chose qui met du temps à aller mieux, parce que j'aurais aimé avoir ton avis sur le fait que certaines personnes peuvent prétendre, notamment sur les réseaux, qu'une capsulite, ça peut guérir en 2, 3 mois. On est bien d'accord au final qu'une capsulite rétractile ne guérit pas en 3 mois, ou alors c'est pas une capsulite. Mais parce que on peut le voir courir sur les réseaux, des promesses et au final, quand on voit ce qu'en dit la littérature à propos des délais, bah, en fait, ça correspond pas énormément. Alors les gens qui proposent, qui disent ça en 3 mois, en 2 mois, généralement c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Donc quand on a quelque chose à vendre dans une capsulite,
j'ai envie de dire, s'il y a des patients qui écoutent ce podcast, fuyez parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme tu l'exprimais bien, souvent on dit à nos patients, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Une mauvaise, c'est que ça va durer longtemps. Donc on n'est pas dans le déni d'annoncer aux patients qu'on est parti sur un an. Généralement, on donne ce délai-là. Ça ne veut pas dire qu'à un an, on a tout récupéré, mais en tout cas, au bout d'un an, on peut estimer qu'on retrouve une fonction d'épaule nécessaire pour que le patient, ça aille bien dans sa vie quotidienne et qu'il puisse reprendre le sport. Donc ça, c'est le premier point. La mauvaise nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre longtemps, et la bonne nouvelle, pardon, c'est que on sait ce qui se passe, c'est bénin, et la kiné marche bien dans ce cadre-là. Donc c'est plutôt positif. Le patient, il tape à la bonne porte, normalement avec un thérapeute qui doit être compétent pour essayer de l'accompagner. Donc généralement, on annonce des délais qui sont longs. Quand on commence à annoncer des délais qui sont longs, il faut toujours rassurer le patient en disant il ne faut pas attendre un an pour aller mieux. On explique le phénomène de phase chaude, quels sont les traitements qu'on peut mettre en place durant cette phase-là, et puis une phase de récupération, quels sont les traitements qu'on peut mettre en place. Et généralement, au bout d'un an, on retrouve un état fonctionnel de l'épaule qui est tout à fait correct. Donc c'est important d'expliquer ça aux patients parce que sans que ça soit des patients qui sont allés voir sur Instagram qu'est-ce qu'il fait pas, il y a des patients qui ont des attentes de solutions rapides. Moi, je veux aller mieux dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Dans une capsulite, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on fasse de la kiné ou autre chose, malheureusement, c'est pas possible. C'est des délais qui sont incompressibles. On peut améliorer ces délais-là, mais ça descend en dessous, jamais en dessous de 6 mois, quoi. Ouais, donc on est bien d'accord qu'une capsulite en 3 mois, c'est assez illusoire de croire que ça va se régler. Mais ici, il y avait aussi un autre point qui gravite autour des capsulites que j'avais envie d'aborder avec toi. C'est l'utilisation du système FRC dans les capsulites. Alors pour ceux ou celles qui nous écoutent, FRC, c'est un système qui a été développé par André Ospina qui vise à, on va dire, montrer une nouvelle façon de travailler la mobilité. Bon, on va pas trop s'étaler sur le sujet, mais grosso modo, dans ce système, il y a des mobilisations qui s'appellent des Pails and Rails, qui sont grosso modo du contracté relâché, mais au lieu dans un contracté relâché où on fait juste, on contracte et puis on relâche et passivement, ben, c'est le thérapeute qui vient, on va dire, augmenter l'amplitude. Et ben dans les Pails and Rails, eh bien, lors du relâchement, en fait, on contracte les muscles antagonistes pour essayer de gagner encore dans l'amplitude. C'est pas super clair et c'est pas facile à expliquer en audio ni même en vidéo là comme ça, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu utilises ça dans tes prises en charge, notamment dans les capsulites? Et si oui, ben, quand, tout simplement? Déjà, dans quelle phase on va pouvoir aider vraiment notre patient, nous, en tant que kiné? Ça, c'est déjà important. Est-ce qu'on est vraiment efficace en phase chaude? Je suis pas sûr que la kinésithérapie soit vraiment le moyen le plus efficace d'aider le patient parce qu'en fait, durant la phase inflammatoire, tu as une prolifération de cytokines, d'adipocytes. Nous, on sait pas trop faire ça, c'est pas notre métier. Donc, la kinésithérapie dans la phase chaude, euh, ça va être beaucoup d'explications, d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'une capsulite? Pourquoi j'ai une capsulite? Quels sont les moyens thérapeutiques, expliquer les phases, les délais, vraiment rassurer le patient. Et tout à l'heure, on parlait de dépression, d'anxiété, de stress. Et bah, le fait de parler de tout ça à notre patient, ça permet que le patient soit beaucoup plus serein par rapport à ça. Donc, durant la phase chaude, nous, notre but, c'est peut-être d'entretenir un peu les mobilités pour éviter que le patient commence trop en bas de gamme, c'est-à-dire vraiment les bras le long du corps quand on va pouvoir commencer à récupérer en termes d'amplitude. On peut agir aussi au niveau cortical, parce que dans la capsulite, vous voyez, c'est pas que le terme capsule, on sait qu'il y a une désorganisation corticale dans la capsulite, donc au niveau cortical, c'est un peu le bordel, pour faire simple. Nous, on peut agir dessus en faisant de l'imagerie motrice, de la thérapie miroir, durant cette phase chaude. Donc il y a tout plein de moyens qu'on peut mettre en place durant cette phase chaude et après on a une phase de récupération. Donc dans la phase de récupération, souvent on dit à nos patients, vous n'avez plus la capsulite. Vous avez juste de la raideur d'épaule, donc vos amplitudes sont limitées, mais on essaie de retirer aux patients cette fameuse étiquette de j'ai une capsulite depuis 5 ans. Ça n'existe pas une capsulite qui dure 5 ans, c'est juste que peut-être vous avez de la raideur depuis 5 ans. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et dans cette phase de récupération, on va faire du gain de mobilité. Donc on va essayer de faire de la souplesse et produire de la force dans ce qu'on vient de gagner en termes de souplesse. Et c'est là que ces techniques de contracter relâcher peuvent être, comment dirais-je, pertinents, parce que c'est des techniques qui vont permettre d'assouplir les tissus. Donc passivement, on va retrouver un peu d'extensibilité et des techniques de force, donc un gain de force
dans l'amplitude qu'on vient de récupérer passivement. Donc dans la phase de récupération, c'est très pertinent de le faire. Par contre, si tu fais ça dans la phase chaude, je pense qu'on va passer plus de temps à flamber le patient. De toute façon, il ne pourra pas le tolérer. Donc c'est un moyen thérapeutique qui est intéressant. C'est pas le seul. Je pense qu'il y a toujours des tendances en termes de rééducation des modes. Cette mode-là, elle est intéressante, mais on peut très bien rééduquer une capsulite en phase froide sans passer par la méthode de FRC ou sans faire du contractaire lâché. Donc voilà, c'est un moyen, mais à le placer dans la bonne phase surtout. Ouais, donc au final, les Pills and Raise, ça semble une bonne solution, mais au final, comme tout, c'est un outil qui est à utiliser au bon moment avec le bon patient. Et si on voit que ça fait flamber le patient, surtout, je pense que du coup, il faut pas s'acharner avec ce genre de méthode et que c'est absolument pas, comme tu l'as dit, une méthode miracle pour soigner quoi que ce soit au final. C'est juste un outil dans notre panel d'outils, pour le redire une seconde fois. Euh, ben, si on sort un petit peu de cette thématique de capsulite, parce que le but, c'est pas que tu nous fasses une masterclass sur la capsulite non plus, un autre élément qui fait partie de notre quotidien en tant que kiné, et au final, quelle que soit notre spécialité, eh bien, c'est la confrontation aux croyances et aux attentes du patient. Parce qu'on sait aujourd'hui que les réseaux, ce sont quand même une mine d'or d'informations, mais c'est aussi une bonne source de désinformation. Du coup, comment tu gères, toi, les croyances des patients qui parfois s'opposent aux tiennes? Par exemple, un patient qui souhaiterait uniquement du massage dans le cadre de sa rééducation de l'épaule, alors qu'on sait aujourd'hui, au vu de la littérature, que oui, il faut tenir compte des attentes du patient, mais il faut aussi essayer d'intégrer de l'actif, d'autonomiser le patient, etc. Ce qui n'est pas toujours possible en faisant et en se limitant qu'au massage. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est pour l'idée. Donc voilà, comment toi tu gères ça sans perdre l'adhérence et l'alliance thérapeutique? Alors, il faut différencier deux choses, c'est les attentes du patient, les attentes de traitement et les croyances du patient. Les croyances du patient, c'est j'ai mal, pourquoi j'ai mal en fait. Deux choses qui sont un peu différentes, mais tu vas voir qu'ils sont vraiment relativement liés. Deuxième point, c'est que c'est des facteurs prédictifs, sans doute les plus puissants à l'heure actuelle, pour savoir si ton patient va bien évoluer ou pas. C'est-à-dire qu'un patient qui vient avec des attentes de thérapie passive pour des douleurs d'épaule, c'est un patient qui a des facteurs d'évolution moindres qu'un patient qui vient te voir et qui te dit, bon ok Augustin, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour aller mieux? Là, ton patient, il a des facteurs prédictifs d'aller mieux vraiment assez intéressantes. Et après, tu as les croyances qui vont avec. Les croyances, c'est pourquoi j'ai mal. Et ça va être des freins des fois à la rééducation. Je prends l'exemple de la patiente que j'ai eue tout à l'heure, qui est vraiment une capsulite que j'ai vue il y a un mois en facho, très irritable. J'en vois se faire infiltrer, elle va mieux, plus de douleur la nuit, plus de douleur en continu. Et du coup, juste avant les vacances, je lui prescris un exercice pour commencer à récupérer la flexion. Je la revois aujourd'hui, elle me dit ça va mieux, ça récupère. Et elle me dit par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir le chirurgien ou pas? Et je me dis, comment ça? Pourquoi vous voulez aller voir le chirurgien? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, avant de venir vous voir, j'avais passé une imagerie, une échographie, on m'avait montré que mon tendon, le supraépineux, était un peu abîmé, donc elle me remonte l'échographie, effectivement, 8 millimètres. Bon. Et je suis allé voir un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait le réparer et que ça se faisait bien. Et voilà. Je lui dis, bah en fait, moi, la première question que je pose à mes patients, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, vous, avant de, si vous êtes OK et si vous avez envie, moi, je vous expose mon point de vue. Donc la patiente, elle me dit, bah écoutez, je sais pas trop parce que là, je trouve que ça va mieux, mais j'ai toujours des douleurs, je peux pas reprendre le sport. Et je me dis, peut-être que si je me fais opérer, je pourrais reprendre le sport. Alors je commence à lui dire, bah, vous savez, si vous faites opérer, madame, le sport, c'est pas pour tout de suite, c'est pas avant 6 mois. Ah d'accord, effectivement. Donc en fait, elle avait un objectif de récupération qui n'était pas forcément corrélé avec les attentes de la chirurgie. Et au final, elle m'a dit, bah, je vois que ça va mieux, que ça avance, donc pour l'instant, j'ai pas envie de me faire opérer. Je lui ai dit, bah, écoutez, pas de problème avec ça. Et si vous estimez qu'un jour il y a besoin, bah, il n'est jamais trop tard pour vous faire opérer. Mais donc là, elle a réussi à modifier ses croyances par l'expérience. En fait, elle a expérimenté un traitement, elle sent que ça va mieux, elle sent que ça va dans la bonne direction. Peut-être qu'elle a confiance avec ce qu'on essaie de mettre en place. Donc là, on est arrivé à modifier les croyances par rapport à ça. Après, tu as des patients sur lesquels modifier les croyances, c'est quasiment impossible. Un patient qui vient pour des calcifications et il est persuadé que c'est ça. Alors, moi, je dis toujours à mes patients ou à des gens qui me demandent, le patient n'est pas avec des croyances. C'est son parcours de soins qui l'amène à avoir ces croyances. Je sais pas, on a mal à l'épaule, on va chez le médecin traitant, et
normalement, le médecin traitant dit, bah, on va passer des imageries pour voir ce qui se passe. Donc, en fait, le petit truc en gras qu'on voit en conclusion, le patient va se dire, bah, j'ai mal à cause de ça. Et c'est tout à fait légitime qu'il pense ça. Et du coup, il pense à un traitement par rapport à ça. Donc ces croyances-là, des fois, soit tu as des patients qui te disent, écoutez, moi j'ai absolument pas envie de me faire opérer, je veux faire de la kiné. Voilà, c'est des croyances qui sont facilement modulables. Tu as des patients qui sont un peu normaux, c'est-à-dire, bah, je sais pas trop, on peut essayer de la kiné, et puis bah effectivement, si ça marche pas, bah à ce moment-là, on ira voir le chirurgien, on se fera opérer. Ça, c'est plutôt un deal correct, donc on se laisse un timer, c'est-à-dire on se met 3 mois, et on se fixe des objectifs, c'est-à-dire dans 3 mois, il faut que l'objectif soit atteint pour savoir est-ce qu'on se fait opérer ou pas. Puis tu as des patients qui viennent te voir, puis en fait, ils adhèrent pas à ce que tu dis, ils sont toujours là à te demander, oui, mais vous êtes sûr qu'il faudrait pas faire ça, 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 ça. Et ben en fait, c'est peut-être des patients qui sont tout simplement pas candidats à la kinésithérapie. Et il faut qu'ils aillent chercher le traitement qui leur semble le plus judicieux. Tu parlais de massage, tu parlais d'onde de choc, tu parlais voilà. Et que peut-être soit ça marche, tant mieux, même si dans la littérature, c'est pas forcément prouvé que ça marche, mais peut-être que l'effet placebo est tellement puissant, les attentes sont tellement puissantes que ça répond à ces attentes-là. Ou bien des fois, et je crois de plus en plus à ça, c'est des patients qui ont besoin de se confronter à l'échec de leurs attentes. C'est-à-dire, effectivement, il faut me masser pour aller mieux. Bah, écoutez, ce qu'on peut faire, si on fait 3 séances, je vous masse. Et puis dans 3 séances, vous me dites ce que ça donne. Et généralement, les patients, ils sont pas satisfaits parce que c'est un effet assez court terme. Donc, ils sont pas forcément satisfaits du résultat. Donc, comment on peut modifier tout ça? On a toutes ces manières-là. Et enfin, le dernier gros point, qu'on sait beaucoup avec Aziz en formation, c'est si on fait un bilan et un examen clinique bien mené, à la fin, ton patient doit comprendre que sa problématique, elle est à la contrainte, elle est à la répétition, elle est sur des gestuels. Et normalement, une rééducation active doit répondre à ça. Donc, si ton patient a une perte de force, il doit comprendre que le massage ne va pas l'aider par rapport à ça. Si ton patient sent qu'il a une épaule instable et que tu le stabilises avec tes mains, il doit comprendre que tu vas pas passer toute sa vie à le masser pour que sa tête humérale se stabilise. Donc, normalement, si on fait un bilan bien mené, on arrive à lutter contre ça. Et puis des fois, moi j'ai des patients qui ne reviennent pas après la première consultation parce que bah, peut-être qu'on n'a pas répondu favorablement à leurs attentes. J'ai envie de te dire, c'est du triage. C'est-à-dire que avant, moi je rappelais les gens pour savoir pourquoi vous venez pas, qu'est-ce qui se passe, voilà, je culpabilisais un peu. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est peut-être un patient que j'aurais peut-être pas pu aider et qui peut-être qu'il allait voir un confrère qui va peut-être mieux répondre à ses attentes et pourquoi pas l'aider davantage, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire par rapport à tout ça, quoi. Ok, bah, c'est vrai que je trouve ça super intéressant de confronter le patient à ses échecs. Et je trouve que parfois, ça peut effectivement, comme tu dis, être une bonne façon d'amener le patient à se rendre compte que, beh, au final, sa croyance, n'était peut-être pas la bonne, ou en tout cas, elle était la sienne, mais elle n'était peut-être pas, la bonne pour, on va dire, un traitement optimal et une prise en charge optimale de sa situation. Donc, ouais, c'est hyper intéressant comme réflexion. D'ailleurs, pour prendre un cas concret, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, donc concernant, hein, les attentes du patient, l'importance et cetera, et ben, j'ai une patiente qui vient avec un diagnostic posé par, le médecin de tendinopathie latérale du coude et moi, j'étais pas super d'accord avec, ce diagnostic après avoir, fait le bilan parce que pour moi, c'était plus, une douleur, nerveuse, enfin une douleur, neuropathique. Et donc pour moi, il y avait vraiment cette composante, de nerfs qui, au final, ne rejoignait pas tellement la tendinopathie latérale du coude. Et sur le papier, il était mis massage, exercice et onde de choc. Et le problème, c'est que la patiente a vu onde de choc. Et moi, j'ai essayé d'abord de lui expliquer en lui disant, ben, écoutez, je ne pense pas que les ondes de choc dans votre situation, ça va être très utile. On va plutôt partir sur eh ben, soit voilà, des exercices ou bien des mobilisations neurodynamiques, bref, un petit peu tout le package. Mais elle n'en démordait pas. Elle voulait vraiment ces ondes de choc. Elle voulait essayer les ondes de choc parce que le médecin avait prescrit ça et qu'elle était convaincue de ce traitement-là. Première séance, je ne fais pas les ondes de choc parce que c'est la première séance, on fait le bilan. Elle repart avec quelques petits exercices. Ça ne change pas grand-chose. Et puis, la fois d'après, elle revient. Elle dit oui, maintenant, je veux vraiment faire les ondes de choc. Je fais bon, ok, bah, j'arrête de me battre et on va faire vos ondes de choc. Comme ça, vous serez contente. Enfin, je ne l'ai pas dit ça comme ça, mais. Et on a fait les ondes de choc. Et au final, ben, la séance d'après, ça avait été beaucoup mieux, a priori grâce aux ondes de choc. Alors que dans un premier temps,
Je me serais pas dit que pour une douleur irradiante du membre supérieur, j'aurais été taper des ondes de choc sur son épicondyle. Mais ça, c'est vraiment des situations qui me rappellent à quel point bah ouais, les attentes et les croyances aussi du patient sur sa situation eh bien, sont hyper cruciales à quand même prendre en compte, jusqu'à un certain point évidemment. Mais les attentes, c'est vraiment un marqueur puissant. Donc il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas toujours aller à l'encontre de ce que les patients ont comme attente. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que vous venez me consulter. Moi, mon but de la séance et de mon traitement, c'est de vous proposer le meilleur traitement qui existe. Donc, on va réfléchir sur votre problématique et si j'estime que le meilleur traitement, c'est pas ce que vous pensez, je comprends pas pourquoi vous voulez un traitement qui semble pas forcément le plus pertinent pour votre problématique. Moi, j'ai envie de vous aider, j'ai envie, enfin, tu vois, on essaie de les convaincre comme ça. Et après, comme ta patiente, hein, s'il y a des gens qui ont des attentes vraiment, vraiment, vraiment particulières, et bah, ça semble, dans la littérature, ça semble être légitime de répondre à leurs attentes et après de les confronter aux résultats. Donc, est-ce que le résultat, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attentes et puis bah, il y a l'effet placebo qui va avec? Sans doute. Tu sais, faut démystifier la spécificité de nos traitements. Je pense que ce soit des exercices, c'est très peu spécifique. La thérapie manuelle, c'est encore moins spécifique. L'effet contextuel, par contre, joue beaucoup. Donc, si ta patiente vient avec ces attentes-là, que tu as l'appareil et que on lui a dit qu'il fallait absolument faire ça pour aller mieux, bah, tu joues sur ces effets contextuels qui peuvent des fois suffire. Alors après, suffire sur le court terme, ou bien c'est une patiente qui revient dans 3 semaines en disant bah c'est revenu. Donc si ça revient, tu auras beaucoup plus de légitimité à proposer ton traitement qui semble peut-être le plus pertinent selon ton bilan. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi ben, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite ben, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ben, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.